bonjour à tous. Donc moi aussi, je vais essayer d'être aussi pédagogue que mes étudiants. Je trouve ça bravo, c'était super bien. Ça donne envie de faire encore de la bioinfo et de l'enseigner, c'est super. Donc voilà, entre autres, je suis aussi enseignante en bioinformatique et du coup, je vais essayer de vous présenter un travail qui est de la bioinformatique. Et comme je fais partie du laboratoire, bon, il y a pas mal d'entre vous qui savent, hein, du coup, du laboratoire qui a changé de nom, qui est le LAM, mais je fais partie de l'équipe statistique et génome. Et dans cette équipe, en fait, il y a un mélange de chercheurs en biologie, mais des mathématiciens, des statisticiens. Donc typiquement, je vais essayer de faire des grands écarts entre ces trois disciplines. Et sachant qu'évidemment, je vous présente un travail de collaboration en fait, entre le groupe là, qui s'intéresse au sein de l'équipe à l'évolution des gènes dupliqués. Donc, je vais aussi vous parler d'évolution. Donc voilà, je m'intéresse ici à l'évolution des gènes dupliqués. Et voilà, il y a une jolie photo de Monsieur Ono qui, en 1970, a émis l'hypothèse que la duplication des gènes, c'est le principal mécanisme qui génère de nouveaux gènes, de nouvelles fonctions et de nouveaux processus biologiques. Donc c'est très intéressant. Et c'est une question qui est toujours d'actualité puisque c'est grâce justement à l'accès au génome séquencé de manière totale que l'on peut essayer de trouver où sont les gènes dupliqués pour l'ensemble du génome. Donc voici un tableau un peu complexe, je ne vais pas tout aller dans les détails. L'idée c'est que c'est un ensemble d'études qui ont étudié des génomes complets de plantes, de chez l'homme, la souris, le rat, etc. Et la colonne que je ne sais pas qui je vais y arriver si je vais la montrer. Moi j'ai plus l'habitude de la petite souris finalement. Voilà, et ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Bon, je ne sais pas l'utiliser. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une colonne par des gènes dupliqués. Ah bah oui. Ouais. Je fais jamais ça en cours en fait. Non, d'habitude, j'ai pas ça en cours. Alors du coup, j'ai du mal. Voilà, c'est cette colonne-là que j'ai pas mis en gras. Bon, alors du coup, c'est celle-ci que je voudrais que vous regardiez, qui représente la part des gènes dupliqués dans les génomes. Donc ça, c'est une part qui a été estimée par des méthodes bioinformatiques. C'est pas estimé par des méthodes paillasses. Donc on voit ici que les nombres estimés, le plus petit doit être par là, 16%. Donc c'est chez l'orge. Et le plus grand, c'est 50% chez le riz. Et on voit, c'est plutôt en haut en fait, voilà. Ça c'est chez les plantes. Et chez les plus importants, c'est là, c'est l'homme, la souris et le rat. C'est autour de 66%. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette part-là, des gènes dupliqués, elle est variable. Et moi, je vais faire comme ça. Et donc, alors comment ça se génère les gènes dupliqués ? Il y a plusieurs mécanismes. J'espère ne pas faire de grosses erreurs par rapport aux biologistes qui doivent en savoir bien plus que moi, mais l'idée c'est que les mécanismes principaux, tout d'abord, c'est des erreurs au cours de la division cellulaire. Donc on parle, le premier mécanisme qui produit des duplications totales, à savoir tout le génome est dupliqué, c'est la polyploïdisation. Donc on distingue notamment l'autopolyploïdie, l'allopolyploïdie, si ça concerne une seule espèce ou plusieurs espèces. Et ça, c'est très commun chez les plantes, et puis chez certaines levures, et puis on en trouve chez quelques animaux, donc typiquement les amphibiens, et puis certains poissons. Alors on a aussi des duplications à l'échelle d'un chromosome, aussi par erreur de la division cellulaire. On parle d'aneuploïdie ou de polysomie, et vous connaissez bien le problème de trisomie chez l'homme, par exemple. Ensuite, des autres mécanismes qui produisent des duplications, c'est des erreurs de la combinaison, qui, au niveau d'un chromosome, peut produire un segment qui se duplique, soit à l'intérieur du même chromosome, soit qui va sur un autre chromosome. Donc c'est la polysomie partielle ou duplication segmentale, on dit encore. Et enfin, la dernière échelle en fait, à laquelle je m'intéresse, parce que je ne vais pas aller plus petit, c'est à l'échelle d'un seul gène, où la recombinaison aussi, quand elle fait des erreurs. Ici, là, on voit dans le schéma, ça illustre ça, y a le gène qui est en rouge, et autour, vous avez des séquences en bleu qui sont répétées, typiquement des éléments transposables. Et c'est des séquences répétées, donc c'est les mêmes séquences, et la recombinaison, elle fait une erreur, elle croit que c'est ça qu'il faut mettre en combinaison, mais pas au bon locus. Et ça peut produire, in fine, en bas, là, on a un chromosome qui contient 2 fois le gène, alors que l'autre, il l'a perdu. Et puis quand c'est le premier qui se propage à toute la population, on peut avoir du coup un gène dupliqué qui apparaît dans l'espèce. Voilà. Et donc un autre mécanisme aussi qui provoque des duplications à l'échelle seulement du gène, c'est la rétrotranscription.
Donc c'est l'ARNM d'un gène qui est rétrotranscrit par une machinerie, typiquement celle des éléments transposables encore, qui va alors se transformer en ADN-C et être inséré dans le génome. Donc voilà. Alors en fait on distingue des caractéristiques quand on regarde le groupe des gènes dupliqués et qu'on le compare à celui des gènes qui ne sont pas dupliqués, donc on les appelle les gènes singletons. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc il y a des différences au niveau des fonctions. Il y a des différences au niveau des vitesses d'évolution. Il y a des différences en fonction du type de duplication qui a produit les différentes copies. Il y a des biais de structure. Donc il y a des biais de structure au niveau, vous connaissez la structure d'un gène maintenant, les introns, les exons, etc. Dans certaines espèces, les gènes dupliqués sont plus grands, avec des exons plus longs, des régions régulatrices plus grandes que les gènes singletons. C'est étrange, mais c'est rigolo. Et il y a aussi des biais au niveau des niveaux d'expression. Alors moi, voilà, je m'intéresse à ça, plus particulièrement, et au niveau du labo, on s'intéresse à ça pour les gènes dupliqués, c'est-à-dire, c'est quoi le devenir des gènes une fois qu'ils sont dupliqués. Donc évidemment, on observe que ce qui est observable, c'est-à-dire ce qui a été maintenu et ce qu'on peut observer maintenant dans les génomes. Donc qu'est-ce qu'on connaît comme grand mécanisme? On a 4 mécanismes principaux pour le devenir des gènes dupliqués. Soit la pseudogénéisation, c'est-à-dire que le gène il se dégrade et puis il ne fonctionne plus pour une des copies. L'autre copie est conservée. On voit en haut à droite. Moi, je ne vais pas y arriver avec mon petit pointeur rouge, donc je ne vais pas trop essayer. Si, j'y arrive. Donc là, en fait, la copie du haut, là, il garde sa fonctionnalité et correspond en fonction à la fonction ancestrale. Et celui-là, là, il s'éteint, en fait, et on ne le voit plus. Soit il est perdu, soit il est pseudogénisé. Et ça, c'est la majorité des cas. Il y a 3 autres cas où en fait les 2 copies sont maintenues dans le génome. Il y a le cas de la redondance fonctionnelle où les 2 copies conservent la même fonction. Donc ça, normalement, vous devez connaître un certain nombre de gènes qui font ça. Les ribosomes, par exemple, voilà, les gènes qui produisent les ribosomes. Ensuite, il y a cet autre devenir là, qui est la sous-fonctionnalisation. Alors le petit schéma, il dit que c'est pas exactement la même couleur que l'ancestral, mais il faut ensemble les 2 gènes ensemble pour reproduire la fonction ancestrale là, du gène qui était là il y a X millions d'années. Et les régions régulatrices aussi, elles ont été plus ou moins perdues, mais elles doivent fonctionner toutes ensemble hein, pour que la fonction ancestrale soit toujours là. Donc il faut les 2 gènes pour avoir la fonction ancestrale. Ça s'appelle la sous-fonctionnalisation. Et le dernier devenir, qui intéresse énormément les biologistes et les évolutionnistes, c'est le fait qu'il y a une copie qui garde la fonction ancestrale, et l'autre copie, elle acquiert une nouvelle fonction. Donc toute la question, c'est comment ça apparaît notamment. Donc moi, je m'intéresse en fait à ces 4 possibilités. Et chez la rabette, pourquoi la rabette? Parce que la rabette, c'est une plante. Et chez les plantes, il y a beaucoup de duplication. Et aussi, c'est un génome modèle, donc on a plein de données, c'est pratique. Et on peut analyser des différents types de données donc, qui ne sont pas de même nature. Donc voilà. Ça, c'est une jolie photo. Et là, c'est un peu plus complexe, mais c'est une phylogénie des plantes qui s'intéresse, qui essaie de représenter les événements de polyploïdisation, donc de doublement, voire triplement total du génome. Donc à chaque fois qu'il y a un point, là, c'est que vous avez un événement de polyploïdisation qui a été déterminé. Bon. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord sur tous les événements de polyploïdisation, mais les plus récents, on en est à peu près sûr. Et on voit, en fait, la rabette, elle est là. Vous la voyez là, Arabidopsis, donc au niveau des brassicales. Et en fait, il y a l'événement alpha et l'événement bêta qui sont bien déterminés. Et un autre événement un peu plus loin, donc, qui sont tout à fait reconnaissables quand on regarde actuellement le génome de la rabette. Donc, c'est pratique. Comme ça, on peut distinguer plein de modes de duplication chez la rabette. Donc ça aussi, c'est pratique quand on veut étudier l'évolution des duplications. Donc voilà, alors, je ne vais pas tout vous présenter, je vais essayer de vous présenter 2 points. Donc, pour étudier le devenir des gènes après duplication chez la rabette, le premier point, c'est qu'il faut les déterminer. Bon, voilà, je vais vous montrer comment on va les chercher. Et le deuxième point, c'est que voilà, une fois qu'on les a, on va essayer d'étudier leur divergence fonctionnelle. Et pour ça, on va étudier des données qui ne sont pas présentes dans tous les génomes. Hein. À cette échelle-là, c'est les données d'interaction protéine-protéine, donc, dont Bernard vous a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et en fait, on a actuellement un réseau plutôt
grand, bon, c'est pas total, mais on a un réseau d'interaction protéine-protéine, donc un réseau PPI, des fois je risque de l'appeler comme ça, qu'on peut utiliser pour essayer d'étudier, d'aborder de manière indirecte la divergence fonctionnelle. C'est indirect, parce que directement, c'est pas si simple. Donc, et pour ces deux points-là, je vais vous montrer qu'on a besoin d'outils à la fois informatiques et mathématiques. Donc, j'ai besoin d'autres personnes pour m'aider pour essayer de faire tout ça, quand même. Alors, ça, c'est mon processus schématisé et simplifié, quand même, pour essayer la première étape, c'est-à-dire essayer de déterminer le nombre de gènes dupliqués dans mon génome de la rabette. Alors, les premiers points, là, c'est les premières étapes, là, j'arrive pas, toujours pas. Les premières étapes, en fait, c'est assez standard, là. Alors, je pars du protéome de la rabette, la version TR9. Alors, c'est important, mais il faut de dire dans quelle version on travaille, parce que ça change tout le temps. Je vous expliquerai ça l'année prochaine. Et en fait, il y a une première étape de BLAST-P. Alors, c'est pareil, là, le BLAST-P, vous allez le voir l'année prochaine. Donc, le BLAST-P, c'est un outil standard en biologie actuellement. C'est BLAST, en fait, et je dis BLAST-P parce que c'est au niveau protéique. Et le BLAST, en fait, ça permet d'aller chercher des similarités entre les séquences. Donc, c'est un outil absolument standard. Et cette étape standard permet de filtrer. Je blaste toutes les protéines de la rabette contre toutes les protéines de la rabette. Et je fais un filtre avec le pourcentage d'identité. Pourcentage de couverture, ça veut dire que je regarde si ça s'aligne bien tout le long des séquences. Et un certain nombre de filtres, on va simplifier, pour arriver à un premier jeu de données qui est des paires de gènes qui sont potentiellement homologues. Homologue, ça veut dire, en fait, c'est pas seulement similaire, c'est qu'on se dit, elles descendent d'un même ancêtre. Donc voilà, là j'ai un ensemble de paires. Donc il y a pas mal de procédures qui recherchent les gènes dupliqués qui s'arrêtent là. Nous, on va plus loin, parce qu'en fait, on avait besoin d'aller déterminer, comme j'ai dit au départ, pas seulement les gènes dupliqués au sens large, mais les familles de gènes. C'est pas seulement les gènes dupliqués. C'est-à-dire qu'il faut faire des groupes. Donc, pour faire des groupes, eh ben, notre solution, ça a été d'abord de mettre toutes ces paires-là, toutes ces données de paires, en réseau. Donc un réseau ou graphe. Donc ça, c'est typiquement, on arrive là aux objets mathématiques. Donc là, je vais vous expliquer comment on passe d'un réseau de similarité, c'est-à-dire qui démarre sur ces histoires de paires d'homologues, à des familles de gènes, en passant par une étape typique de l'analyse des graphes, qui est tout à fait utilisée pour d'autres choses, d'autres thématiques, mais qui prennent en compte les graphes, qui est du clustering avec une marche aléatoire. 2 minutes, non, je ne vais pas y arriver. Alors, du coup, donc ça c'est mon graphe de similarité. Chaque rond, c'est un gène, ça représente un gène, et chaque arête, ça représente le fait que j'ai trouvé que mes paires, elles étaient homologues, selon ma première procédure de BLAST. Et puis les petits chiffres là-dessus, c'est des poids qui correspondent à un score d'alignement. Donc je vais essayer de trouver combien il y a de familles là-dedans. Donc on me dit que le graphe est non orienté. Alors, ma marche aléatoire, c'est quoi? C'est un algorithme qui a été développé par Ponce et Latapy en 2005. Donc l'idée, c'est, par exemple, ce point bleu là, on s'y intéresse, et je vais faire des marches aléatoires dites de 4 pas, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver 4 arêtes qui démarrent de ce point bleu. Alors, et je les fais de manière aléatoire, donc ça part n'importe où dans le graphe. Donc une première marche aléatoire, ça peut être celle-là. Voilà. Une deuxième marche aléatoire, c'est celle-là. Donc ce qui est en rouge, c'est mes marches aléatoires de 4 pas. Vous voyez, 4 arêtes. Voilà, j'en ai plein. Enfin, j'ai eu d'autres. Là, c'est aussi 4 pas, parce qu'à un moment, je reviens en arrière. Mais c'est 4 pas. Mais maintenant, je vais m'intéresser à 2 points à la fois, parce que sinon, je ne peux pas faire des groupes. Ça va être plus difficile. Donc là, je m'intéresse à ces 2 points bleus-là. Donc je vais essayer toujours de faire des marches aléatoires de 4 pas. Donc allons-y. J'en ai une, là, une marche aléatoire de 4 pas qui arrive du premier point bleu à l'autre. Okay, et j'en ai tout un tas qui permet en 4 pas, même si elles sont aléatoires, d'arriver du premier point bleu à l'autre. Il y a celle-là, il y a celle-là. Vous voyez bien qu'il y en a plusieurs, enfin vous le voyez. Par contre, si je m'intéresse à ces 2 points-là, je ne sais pas du tout au même endroit dans le graphe. Il y en a combien de marches aléatoires qui passent de l'un à l'autre? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a, en gros, il y a celle-là, quoi. D'accord? Donc, si je m'intéresse à toutes les marches aléatoires dans mon graphe, celle-ci, il n'y a pas une grande proportion qui va aboutir du premier point bleu au deuxième point bleu. Donc, la procédure de Ponce et Latapy, après c'est les maths qui rentrent en jeu. À partir de cette marche aléatoire, pour un couple de gènes, on peut définir une distance. Donc la distance, c'est la formule qui est en bas, je ne vais pas vous la détailler. Voilà. L'idée, c'est qu'à partir de ces marches, on peut créer une distance, et les distances, quand vous ferez... vous avez déjà vu un peu de phylogénie. À partir des distances, par exemple, on peut faire des phylogénies, on peut faire des classifications, on peut faire ce genre de choses, et c'est exactement ce qu'on va faire avec ça, à savoir, maintenant qu'on a défini une distance entre les points, j'applique un algo de clustering hiérarchique sur cette distance, et je peux faire des groupes.
À partir de ces groupes, je dis, c'est ça mes familles de gènes. Donc, par exemple, ici dans l'exemple, j'ai une famille verte et une famille bleue. Et les autres points, je dis, finalement, ceux-là, ils ne sont pas assez proches de mes autres points pour dire que je les garde dans mes familles. Et in fine, dans ma étude, je vais les considérer non plus comme des dupliqués, mais comme des singletons. Là, ils changent de groupe pour moi. Donc voilà, première procédure. Et avec ça, le résultat, c'est d'obtenir, on a obtenu donc 60% du génome environ, c'est du gène dupliqué. Et mes tailles de famille, ça va de 2 à 61. Donc je ne vais pas tellement aller plus loin parce que je n'ai pas le temps. Donc, alors, juste pour vous montrer un autre exemple, une fois que j'ai déterminé les familles de gènes, j'ai changé de réseau. Je change de type de données, j'ai toujours des réseaux, je vais toujours utiliser mes outils sur les réseaux, mais je change de données. Et ici, je m'intéresse aux interactions protéine-protéine. Donc, c'est plus grand comme réseau. C'est pas la même information, c'est-à-dire qu'un nœud, c'est toujours un gène, mais une interaction, enfin une arête, c'est une interaction qui a été détectée d'un point de vue expérimental. Donc, c'est qu'à un moment, il y a deux protéines qui physiquement interagissent. Et donc, c'est une nouvelle information, mais comme je peux toujours en faire un réseau, je vais pouvoir encore l'étudier avec des outils mathématiques. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je vous présente juste ça. C'est le principe d'utilisation des modèles de réseau pour essayer de faire de la bio à partir d'un réseau et à partir d'outils mathématiques. Donc l'hypothèse, là je reviens à mes hypothèses d'évolution. En haut à gauche, c'est comme si j'avais l'état ancestral. Ça représente le réseau PPI, donc le réseau d'interaction, mais il y a très longtemps. Donc mon gène bleu, c'est celui auquel je m'intéresse. Une fois dupliqué, on arrive au réseau qui est là. On arrive là. Ça, c'est mon hypothèse de réseau ancestral juste après la duplication. Donc il y a longtemps, il y avait ça. Je me dis juste après la duplication, les deux gènes dupliqués, ils ont les mêmes voisins dans le réseau PPI. Et après, ça change au cours du temps. Et ça change au cours du temps pour aboutir aux 3 devenirs auxquels je me suis intéressée tout à l'heure. La redondance fonctionnelle, la sous-fonctionnalisation et la néo-fonctionnalisation. Donc dans le cas de la redondance fonctionnelle, je m'attends à ce que le réseau, ça ne change pas, il ne bouge pas, les arêtes, c'est les mêmes. Vous voyez, c'est le même réseau. Dans le cas de la sous-fonctionnalisation, ça bouge. Il y a des arêtes qui sont perdues. Dans le dernier cas, il y a vraiment beaucoup d'arêtes qui sont perdues et d'autres qui sont créées. Et les deux gènes dupliqués n'ont plus du tout les mêmes voisins. Ils n'ont plus donc la même fonction. Donc on essaie d'analyser le graphe avec ces hypothèses-là. Et les outils mathématiques qui viennent en jeu là, à savoir, j'utilise un paramètre, on a utilisé un paramètre qui s'appelle le Jacquard, qui est un paramètre topologique, c'est-à-dire qui s'applique sur le graphe, et qui dit, c'est le nombre de voisins en commun, dans mon graphe, quand je m'intéresse à deux gènes, sur le nombre de voisins total, et ça mesure le degré de divergence fonctionnelle. Il faut que j'arrête. Donc je vais m'arrêter là, donc ça c'est pour... avec ce genre d'outil-là, quand on en va plus loin, on peut étudier ces histoires de divergence fonctionnelle pour les gènes dupliqués dans le réseau PPI. Mais je vais m'arrêter là, tout court, et à la fin, je vais juste vous dire que c'est pas mal quand on fait de la biologie, finalement, l'approche par réseau, parce que on a une approche qui est globale, c'est-à-dire on ne peut pas seulement l'analyse par paire de gènes, on gagne un peu d'information, de puissance dans les analyses, quand on prend le réseau en entier. Et après, on peut aller plus loin. On est en train d'analyser d'autres types de données, toujours avec un peu le même background d'un point de vue méthodologique. Et je m'arrête ici. Et donc, je voudrais juste remercier l'équipe. Et puis, je voudrais aussi dire que cette analyse-là, elle est partie d'un stage en M1 d'un étudiant qui était en GBI, et qui s'appelle Rimzag. Et donc, c'est une étudiante qui est actuellement en thèse à l'URGV. Et donc, c'est elle qui a démarré le projet, finalement. Donc, voilà. Donc, les stagiaires, c'est très important pour nous. Quand ils sont motivés, d'autant plus. Voilà.